de feuilles, sans aucune de ces vagues et fraîches lueurs de l'été. De grands branchages s'y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la glisse comme des anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes, cherchant à prendre le proie. Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l'air de s'enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés, il y avait des étendues lugubres. L'obscurité est vertigineuse. Il faut à l'homme de la clarté. Quiconque s'enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré. Quand l'œil voit noir, l'esprit voit trouble. Nul ne marche seul la nuit dans la forêt sans tremblement. L'inconcevable s'ébauche à quelques pas de vous avec une netteté spectrale. On voit flotter, dans l'espace ou dans son propre cerveau, on ne sait quoi de vague et d'insaisissable, comme les rêves des fleurs endormies. On aspire les effluves du grand vide noir. On a peur et envie de regarder derrière soi. On éprouve quelque chose de hideux, comme si l'âme s'amalgamait à l'ombre. Cette pénétration des ténèbres est inexprimablement terrible dans un enfant. Les forêts sont des apocalypses. Et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sous leurs voûtes monstrueuses. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus Ce n'était plus seulement de la terreur qui la gagnait, quelque chose de plus terrible même que la terreur. Elle frissonnait. Son œil était devenu farouche. Alors, par une sorte d'instinct, pour sortir de cet état singulier qu'elle ne comprenait pas mais qui l'effrayait, elle se mit à compter à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand elle eut fini, elle recommença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cela lui rendit la perception vraie des choses qui l'entouraient. Elle sentit le froid à ses mains, qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle eut de la peine. La La peur lui était revenue. Une peur naturelle et insurmontable. Elle n'eut plus qu'une pensée, s'enfuir. s'enfuir à toutes jambes. À travers bois, à travers champs, Jusqu'aux maisons, Jusqu'aux fenêtres, Jusqu'aux chandelles allumées. Son regard tomba sur le seau qui était devant elle. elle saisit l'anse à deux mains. Elle eut de la peine à soulever le seau. elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein. Il était lourd. Elle fut forcée de le reposer à terre. elle respira un instant, puis elle souleva le seau de nouveau et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Elle marchait penchée en avant, la tête baissée comme une vieille. Le poids du seau tendait et roidissait ses bras maigres. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. De temps en temps, elle était forcée de s'arrêter. Et chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'eau froide qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Cela se passait au fond d'un bois. La nuit, En hiver, Loin de tout regard humain. C'était un enfant de 8 ans. Il n'y avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. et sans doute sa mère, hélas, car il est des choses qui font ouvrir les yeux aux mortes dans leur tombeau. elle soufflait avec une sorte de râlement douloureux. Des sanglots lui serraient la gorge. Mais elle n'osait pas pleurer, tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C'était son habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là. Cependant, elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte, et elle allait bien lentement. Elle avait beau diminuer la durée des stations et marcher entre chaque le plus longtemps possible. Elle pensait avec angoisse qu'il lui faudrait plus d'1 heure pour retourner ainsi à Montfermeil.
Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue. Elle n'était même pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte, plus longue que les autres, pour se bien reposer. Puis, elle rassembla toutes ses forces et reprit le seau. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier. Oh mon Dieu, mon Dieu! En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main qui lui parut énorme venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. Allez, l'enfant n'eut pas peur. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du monde obtus. Un loup survint un géant qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te refit hardi de troubler mon breuvage? Tu seras châtié de ta témérité. Sire,
Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Ce soir-là, j'avais lu fort longtemps quelque auteur. Il était bien minuit et tout à coup, j'eus peur. Peur de quoi? Je ne sais, mais une peur horrible. Je compris, haletant et frissonnant d'effroi, qu'il allait se passer une chose terrible. Là, il me sembla sentir derrière moi quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure riait d'un rire atroce, immobile, nerveux. Sentir qu'il se baissait, toucher mes cheveux, qu'il allait poser sa main sur mon épaule, que j'allais mourir au bruit de sa parole. Se pencher toujours vers moi, toujours plus près, et moi, mon salut éternel, n'aurait ni fait un mouvement, ni détourné la tête, ainsi que des oiseaux battus par la tempête. Mes pensées tournoyaient comme affolées d'horreur. Une sueur de mort me glaçait chaque membre, et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre que celui de mes dents claquaient de terreur. Un craquement soudain, fou d'épouvante, et ayant poussé le plus terrible hurlement jamais sorti de poitrine vivante, je tombais sur le dos, roide et sans mouvement. Qui galope dans le vent, dans la nuit? C'est un père avec son petit. Il le tient ferme sous son bras, tout contre lui, qu'il n'ait pas froid. Fils, tes yeux, pourquoi tu les caches? Mais mon père, sa cape, son casque, au roi des eaux, tu ne les vois pas? La brume, c'est tout ce que je vois. Enfant, tu vas m'accompagner? Ensemble, on va bien s'amuser. On se baigne dans les couleurs, là où ma mère nous couvre d'or. Père, écoute le roi des zones. Il veut me donner son royaume. Calme-toi, calme-toi, mon fils. C'est le vent qui est son complice. Petit garçon, viens avec moi. Mes filles n'en ont que pour toi. Mes filles savent faire la fête, la danse avec la chansonnette. Papa, papa! Regarde les filles du roi des zones qui fourmillent. Mon fils, je ne vois que ça. Et ce ne sont qu'arbres de bois. Tu me plais de la tête au torse. Dis non, et je te prends de force. Père, ferme-lui la porte. Le roi des zones, il m'emporte. Là-dessus, le père a repris l'enfant dans ses bras qui gémit. Il touche au but, il est au bord. Mais dans ses bras, l'enfant est mort.
geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunter Blumen singt an dem Strand, meine Mutter hat mein schwülten Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was der König mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in Türen blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen, meine Töchter sollen warten schön, meine Töchter führen die nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, der König Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheint die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reißt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst nicht grad, der König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grausetzt, reitet geschwind, hält in Armen das ächzende Kind. Reicht den Hof mit Mut und Not. In seinem Armen das Kind war tot. Dans la forêt étrange, c'est la nuit. C'est comme un noir silence qui bruit. Dans la forêt, ici blanche et là brune, en couleur de lait filtre le clair de lune. Un vent d'été qui souffle en eux ses doux airs en rêvant que mon âme est de fou. Et sous des yeux d'étoiles épanouies, la forêt chante avec un bruit de pluie. Parfois, il vient des gémissements doux, des lointains bleus, pleins d'oiseaux et de loups. Il vient aussi des senteurs de repères. C'est l'heure froide dorment les vipères. Pourtant, la lune est bonne dans le ciel, qui verse avec un sourire de miel Son âme calme et ses pailleurs amis. au troupeau roux des roches endormies.
Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, S'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. ni les caresses de leur maître, Ni la peur du loup, rien ne les retenait. c'était, paraît-il, des chèvres indépendantes. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au comportement de ces bêtes, était consterné. Il disait C'est fini. Les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai pas une. Cependant, il ne se découragea pas. et, après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, quelle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux. Sa barbiche de sous-officier. C'est sa boudoir amusant. Ses cornes zébrées. Et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Et puis docile, Caressant. se laissant traire sans bouger. Sans mettre un soulier dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. Il avait attaché la petite chèvre à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant bien soin de lui laisser beaucoup de cornes. Mais un jour, il se dit en regardant la montagne, Oh, comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite longe qui nous écorche le cou. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa longe. Elle tournait du côté de la montagne en faisant tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un beau jour, alors qu'il achevait de la traire, Blanquette se retourna et lui dit dans son patois, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Mon Dieu, Blanquette, tu veux me quitter? Oui, Monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Non, Monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde? Ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. Mais alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. Oh, mais malheureuse! Tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin. Le loup se moque bien des cornes. Il m'a mangé des billes autrement cornées que toi. Tu sais bien, ma vieille Ronode qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Pauvre Renaude! Ça ne fait rien, Monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine! Encore une que le loup va manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans les tables. Et tu y resteras toujours. Là-dessus, Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre. Et à peine eut-il le retourné que la petite s'en alla. Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. On l'a reçue comme une petite reine. Les gelées d'or s'ouvraient sur son passage. Toute la montagne fut faite. Plus de corps, plus de pieux. Et des galères. Et les fleurs. De grandes compagnies de
plaine, La maison de Monsieur Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. Que c'est petit! Comment est-ce qu'il venir là-dedans? tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était C'était le soir. en bas. Le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard. Et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Un gerfaut la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis, ce fut un hurlement dans la montagne. Elle pensa au loup! Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon Monsieur Seguin. Blanquette! Blanquette! Reviens! Reviens! Blanquette eut envie de rentrer. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, Elle se dit qu'elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. elle entendit derrière elle un bruit de feuilles, Elle se retourna et vit dans l'ombre, 2 oreilles courtes, toute droite, avec des yeux qui reluisaient. C'était le loup! Énorme! Immobile! Il était là! Regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait qu'il la mangerait, le loup ne se précipitait pas. Blanquette se sentait perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête baissée et les cornes en avant. Comme une brave chèvre de Monsieur Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, Les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elles pourraient tenir aussi longtemps que la vieille Renaude. Oh, pourvu que le ciel lui le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse. Dit la pauvre petite chèvre qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Dies irae, dies illa, salve seclum, in favilla, teste cum si
J'ai vu le loup pour chasser Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup chassée. J'ai vu le loup pour chasser Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup chassée. J'ai vu le loup pour chasser Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup chassé. J'ai vu le loup pour chasser Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup chassé. C'est moi-même qui l'ai recherché. J'ai vu le loup dégeler Blanquette. C'est moi-même qui l'ai recherché. J'ai vu Blanquette par le loup chassé. J'ai vu le loup dévorer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup croquer. J'ai vu le loup dévorer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup croquer. J'ai vu le loup dévorer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup croquer. J'ai vu le loup dévorer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup croquer. C'est moi-même qui l'ai écouté. J'ai vu le loup dévorer Blanquette. C'est moi-même qui l'ai écouté. J'ai vu Blanquette par le loup passer. J'ai vu le loup digérer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup passer. J'ai vu le loup digérer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup passer. J'ai vu le loup digérer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup passer. J'ai vu le loup digérer Blanquette. J'ai vu Blanquette par le loup passer. C'est moi-même qui l'ai retrouvé. J'ai vu le loup digérer Blanquette. C'est moi-même qui l'ai retrouvé. J'ai vu Blanquette ici trépasser. Une effroyable créature, mi-femme, mi-lionne, mi-buse, terrorise les habitants de la ville. Il faut lui donner des jeunes femmes et des jeunes hommes pour qu'elle les dévore. Mais elle leur laisse tout de même une chance en leur posant une ligne. Quel est le matin? Quel est l'animal qui le matin va sur 4 pattes, le midi sur 2 et sur 3 le soir? Un jour, un jeune homme nommé Eddie répondit: cet animal, c'est l'homme, car le matin, c'est le bébé. Le midi, c'est l'adulte, dressé sur ses 2 jambes. Bon, je vous fais une omelette ou des olives au jambon. Et le soir, c'est le vieillard avec sa canne. Où sont passées mes lunettes? À partir de ce jour-là, on n'entendit plus jamais parler de la sphinx, car en entendant la réponse d'Eddie, elle s'est jetée de la montagne. Bonjour, Calimera, Calasolisma et bienvenue à Thèbes. Regardez ça. C'est pas du paysage, ça? On ferme les yeux. Les pins nous regardent, là, tout en haut. Et les cigales, elles n'arrêtent pas, les cigales. Et ce parfum d'origan, de miel, et les olives. Tenez, c'est ma production personnelle. Faites passer. Goûtez.
Regardez-moi ça. C'est une grotte exceptionnelle. Attention, on ne peut y entrer qu'un par un, ou une par une si vous préférez. Vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Vous n'en reviendrez pas. Alors une petite chose, la grotte est habitée. Je ne vous dis pas par qui, pour conserver le mystère. Une créature, un phénomène. De la vie générale, c'est un véritable choc esthétique. Vous verrez, une occasion unique. Préparez-vous à des questions. La grotte est confortable, mais peut-être un peu humide. Je vous conseille de me confier vos effets personnels, précieux ou non. Carte bleue? Non. Les balles, les bijoux, les montres et Frère Aristopoli. Je vous les rends à la sortie, bien sûr. Les portefeuilles, le cuir pourrait s'abîmer. Les téléphones portables aussi. Et Frère Aristopoli. Et Frère Aristopoli. Je vous les rends, bien sûr. Bon, la sortie se fait par l'arrière. Vous m'y trouverez le moment venu. Les chaussures? Non, je pense que vous pouvez garder les pompes. Oui, non, mais moi je n'entre pas. Il n'y a plus de surprise pour moi, je connais. C'est par là, prenez la file. Allez-y tout le monde, par là. Amusez-vous bien. Adieu. Sur ma grotte au perché, je retrouve mes Péronnés. Qui l'eût cru, j'ai fait une diète tout l'été, 2 mois de régime végé. Je reviens faire Bobance et m'en mettre plein la panse. Il me tarde de reposer la question pour croquer tous ces mignons. Pourtant je sais bien que l'hémoglobine, ça gicle partout sur ma toison. Mais c'est interdit, faut que je me débine. J'ai signé pour plusieurs saisons. Ma
mâchoire va s'habituer et mes crocs vont s'aiguiser. C'est dans ma chevelure ébouriffée que je pourrais les étouffer. Donc, je reprends mes fonctions après les vacances. Je suis partie en vacances à l'étranger. Je me suis refait un corps loin des grottes. J'ai couru, j'ai nagé, j'ai volé, j'ai dansé, j'ai lu des livres. Je suis bronzée de partout. J'ai rénové mon cuir. Mais voilà que je reprends mon rôle d'endive. Mon rôle ingrat, mais nécessaire, paraît-il. Moi, je veux bien, hein. L'année dernière, je me suis croqué 227 jeunes gens. Des crus, des cuits. Allez, au travail. Entrez, maintenant. Bonjour, Fange. Bonjour, Fange. J'ai entendu. Mais bien entendu, je ne vais pas te rendre le bonjour. Pourquoi? Quelle question? Parce que ton jour, petit jeune homme, il ne sera pas bon. Je n'ai vraiment aucune chance. Je fais ce métier depuis trop longtemps pour penser que je pourrais le perdre. Comment peux-tu le perdre? En me perdant? Si la question que je vais te poser venait à être facile, je me jetterais dans l'abîme. On dirait que tu as peur. Mais oui, j'ai peur. J'ai toujours peur au moment de poser la question. Je la pose toujours comme si ça allait être la dernière, c'est la moindre des politesses. Va. Quel est l'animal qui le matin va sur 4 pattes, à midi sur 2 et sur 3 le soir? La girafe. Pourquoi? Parce que la girafe, à peine sortie du ventre de sa mère, est déjà sur ses 4 jambes. Même un peu shadow branlant. À midi, elle va l'amble. Et qu'est-ce que l'amble, sinon ne se trouver alternativement que sur 2 pattes à la fois? Et le soir, eh bien le soir, il y a toujours une patte qui lâche la première. Ouais. Bah alors, tu tiens pas dans le vide? Eh bien non. Mais Non, car il y a une deuxième question. quoi? C'est comme ça. Quel droit? Du droit abusif de la sphinge. Je sais, vous vous êtes donné le mot. Il y a eu des fuites. La question a filtré. Vous avez travaillé, vous avez préparé. Vous avez travaillé chez vous. Je sais de source sûre qu'à mes questions, des réponses circulent. Le chien, le renard, le chameau, l'homme, Édipe, le non-mille-pattes, Monsieur Seguin, Jacques Jouet, le loup, et puis la girafe, et plus quoi encore. Donc, il y a une deuxième question. Mais je me plaindrais. Tais-toi. Quel est l'animal qui possède 3 coups et qui n'a qu'une seule tête? Candidat suivant. Ah, une candidate. Bonjour, Sphinge. Garde tes formules, petite dinde. Et dis-moi plutôt quel est l'animal qui possède 3 coups, mais qui n'a qu'une seule tête. La girafe. La girafe, pourquoi? Parce que ces 3 coups sont superposés.
pas sur moi pour prendre sa place. Je n'ai aucune envie de manger de la terre fraîche, de décimer la jeunesse, et encore moins de me retrouver là, tout seul, comme un con. Non, non, décidément, je ne suis pas tentée. Et virez-moi tout ça! Ta réponse, tu sais, ce n'était pas la mienne. Ah, Même si elle lui ressemblait un peu. eh bien dit, tu peux la dire maintenant. Oui, je peux. Non, moi, j'avais pensé que c'était le renard. Aux chiens, je préfère les renards qui sont plus méritants. Comme le chien, le renard court le matin de ses 4 pattes vers le poulailler. À midi, le voilà dressé comme un homme, les griffes de ses pattes avant sur le grillage. Mais le soir, après le piège, pour être libre, il a préféré se ronger de ses crocs, la patte prise. Je commence à saturer. Ah bon? Zut! Oui, zut complètement. Zut si on veut. Mais ça ne change rien, je commence à saturer quand même. Ah oui, zut! Je veux dire, aïe aïe aïe, pauvre Pierre! C'est toujours la même chose. Je me retrouve toujours empêtré avec des problèmes qui m'empêtrent. Qui m'empêtrent entièrement. J'en ai marre. J'en ai marre d'être empêtré avec des problèmes. Ça ne m'arrive pas tout le temps, hein. Ça m'arrive très très souvent quand même. C'est étonnant quand on y pense. Je veux dire, tout change en permanence dans la vie. C'est inévitable, on se déplace, on va dans différents endroits, dans différents contextes. Le temps passe, les relations évoluent, les jours filent. Parfois il fait beau, parfois il pleut. Parfois aussi il y a juste des nuages et il pleut pas. Bref, tout change, c'est la vie, normale, formidable. Mais ça ne change pas. J'ai toujours cette même sempiternelle manière de me retrouver empêtré, qui revient avec sa même manière sempiternelle de revenir, et elle est là, et elle ne change pas d'un iota. Elle traverse le temps et les époques comme ça, égale et immobile, sourde à tout ce qui arrive, comme une statue absurde que je retrouverai partout où que je sois, à la maison, à la mer, dans les bureaux, dans une histoire d'amour, chez le fromager. Une statue absurde qui me déprime. Ah bon, Pierre? Je suis désolée. Oui, Je comprends, tu sais. Moi aussi, j'ai des choses qui me poursuivent comme ça, qui me fatiguent. Je me dis, c'est pas possible. Il faut que ça cesse. c'est vrai. Merci, Owen. C'est exactement ça, ça me fatigue. Je me fatigue. Ça papote dans ma tête, c'est des commentaires très longs, ça commente. Je suis embêtée pour toi. Ce problème, qu'est-ce que c'est? Je peux t'aider peut-être. C'est gentil, Owen, mais je viens de décider de ne pas en parler, dans l'espoir que le silence et l'obscurité dans lesquels je le cantonne fonctionnent pour lui comme une sorte de cave, où il puisse peu à peu devenir une chose toute sèche, aplatie et morte. Pourquoi pas? Très bien. Ça lui mettra peut-être un bon coup dans le buffet à ce problème. T'as raison. Déjà, je sens un léger mieux. Pierre, je suis en train de penser une chose
extrêmement inquiétante. Ah merde! Oui, parce que ce problème dont tu préfères ne pas parler est apparu quand on regardait le carton. Oui. Sur le coup, je me suis dit que c'était peut-être lié au carton et à l'observation du carton. On l'avait peut-être gardé trop longtemps ou je sais pas, quelque chose avec le carton. Je me suis dit ça fugitivement. C'est une hypothèse qui m'a traversé l'esprit. Il y avait aussi l'hypothèse que le problème, C'était moi. Puis on a parlé et la conversation m'a éloignée de ces hypothèses. Je n'ai plus pensé que le problème était lié au carton, ni d'ailleurs à moi. Mais là, je te regardais regarder le carton. À l'instant, je te regardais regarder le carton juste après que tu as évoqué que la possibilité que le problème meure En devenant tout sec et aplati. et j'ai remarqué que ce carton avait une forme plutôt aplatie. alors voilà un peu où j'en suis. Je suis là avec cette pensée qui éveille une forme de curiosité en moi. Curiosité peut-être un peu inquiète, c'est-à-dire, comment on pourrait dire, on peut envisager plusieurs choses et on peut, entre autres, se demander si tu n'as pas, par exemple, réglé le problème et si tu ne l'as pas ensuite inséré dans le carton. Non, non, dans le carton, il y a une table à monter. Parce que j'ai peur. Ça collait avec le carton. Un humain pas très grand. C'est idiot, pardon. J'étais juste là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Je vais pas m'en aller tout de suite, c'est bizarre. Mais en même temps, si, bien sûr. Ça n'a aucune importance. Je me barre. Je comprends très peu ce que tu dis. J'ai imaginé une seconde. Pardon. J'ai imaginé que le problème pouvait être quelqu'un que tu aurais assassiné quelque part dans la lande ou n'importe où, rapporté ici, aplati d'une manière ou d'une autre et inséré dans le carton. C'était peut-être un problème qui t'arrivait souvent de te retrouver avec des cartons comme ça, contenant Des gens. Quoi? C'est affreux! Je projette ça! Quand tu me regardes, tu dis peut-être bien, oui, lui peut-être qu'il peut faire ça! Mais c'est affreux, ça me stresse! Je renvoie ça! Ah, je ne sais pas. Est-ce que tu renvoies ça? Non, non, je crois pas. Ce n'est pas toi. C'est juste l'enchaînement des choses qui m'a fait penser à ça. La manière dont elles se sont disposées. Ça aurait été n'importe qui d'autre, je me le serais dit. Je me serais dit ça si tu étais n'importe qui d'autre que toi. Et je crois que n'importe qui d'autre que moi se le serait dit aussi. Ah oui, je comprends! C'est la disposition des choses, c'est pas nous! Tout à fait. On n'est pas tout puissant. Là, ça non! On a peut-être l'air glorieux comme on est par rapport au reste, mais ce n'est pas le cas. Non. Donc, je te rassure, je n'ai assassiné ni aplati personne. Ce qui me tracasse n'a rien à voir avec le carton, ni avec rien qui se trouve ici. Ah oui, super. C'est très souvent comme ça de toute façon. On est souvent préoccupé par des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a sous les yeux. C'est un truc auquel il faut que je fasse attention. J'ai tendance à imaginer des choses uniquement à partir de ce que je vois. Ça me met sur des pistes aberrantes Et j'y vais à fond. Et par exemple, là, je parlais d'un problème et tu regardais le carton. Je me suis dit, tiens, est-ce que tout ça ne serait pas lié? Ce que je vois et ce que j'entends, qui sont les deux choses que j'ai sous la main. Oui, je comprends. Là, on peut se dire ça, hein, c'est humain. Mais en fait, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Mais non, on peut être préoccupé ou intéressé par des choses qui sont sous nos yeux. C'est vrai, et ça arrive. Mais souvent, on est préoccupé ou intéressé par des choses qui ne sont absolument pas sous nos yeux. Totalement. Totalement. Il y a tellement de choses qui ne sont pas sous nos yeux. Ça donne le vertige. Je ne suis pas très satisfait de l'aménagement des choses ici. Oui, chaque fois que je m'en vais, je reviens, c'est une déconvenue. Je me dis que l'aménagement est bien ou normal, et en fait, non. Franchement, c'est
Pas terrible. C'est vrai que c'est un peu morne. Sidney, cette maison me fait peur. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression que... Je sais pas, il y a quelque chose. Explique-toi. Je sens quelque chose de magnifique. Dis-moi que je suis folle. Oh, écoute, Caroline, si c'est l'incident du chien que tu parles, c'est parfaitement Je ne vois excusable. pas comment, Sidney. Mais moi, si. Les chiens ont une sorte de sixième sens que nous n'avons pas et tu l'as vu dans la cave tout à l'heure. Oui. Tu vas pas me dire qu'il était dans cet état parce qu'il a peur du noir. Si, c'est ce que je vais te dire parce que je sais que c'est vrai. Oh, Sidney, j'ai peur. Alors, ce genre d'incident pourrait effrayer n'importe qui. Mais pour un docteur, il me semble que tu laisses un peu trop galoper ton imagination. Ça va mieux. Sidney, tu descends pas à la cave. Hein. Ah, si je veux vérifier la chaudière, je ne peux pas faire autrement. Je veux pas que tu... Si je vois des fantômes, je te le raconterai. Pas de blessés. Où sont les autres? Ils sont dans le solarium. Ça m'aide. Autant que tu saches. Il risque de la perdre. Oh mon Dieu. Je suis désolé. Sidney. Je suis désolé. Voyez l'image. Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jamais on ne pourra s'en aller. Vous voyez bien qu'on est prisonniers. Jamais on n'arrivera à s'en sortir. Jamais on s'en sortira. Tu vas bien qu'on n'ait rien à faire. On est prisonniers à toi. On est prisonniers. Écoute-moi, tu n'as rien à craindre. On s'en sortira, tu verras. Calme-toi, je t'en prie. Tout va s'arranger. Je te le promets. Je pense que ce ne sera rien, Alicia. Mais il faut bien t'en reposer, d'accord? Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune idée. Mais ce que je sais, tu as reçu un bon coup sur la tête. Il faudrait mieux que tu ne remues pas trop. Je ne pense pas qu'il y ait de fracture, mais tu as été très commotionnée, tu sais. Alors surtout, reste bien tranquille. D'accord? Merci. Je reviendrai dans tout à l'heure. D'accord. J'ai essayé, mais j'avais rien à faire. D'abord Dwight, et puis l'homme dans la cuisine, maintenant Peter. Cette maison veut tous nous tuer. Non, ce n'est pas la maison. C'est quelque chose dans la maison. Le mal, c'est brusquement levé. Genre, j'ai devenu plus violent. Et j'ai... Enfin, j'ai essayé, mais il est tombé. C'est ma faute. Tout est ma faute, je sais.
C'était une idée idiote. Mais ça ne peut pas être la poudre qui aurait touché le câble. Oui. Oui, c'est sûrement ça. Comment peux-tu dire c'est sûrement ça? Je suppose qu'il va falloir faire travailler nos imaginations. Je le crois aussi. Monsieur le professeur. Mais est-ce que tu as trouvé un moyen de nous faire sortir d'ici? Bien très logique, j'en ai peur. Où est le corps de Mary? Je l'ai mis dans le couloir de l'entrée, près de l'escalier. Il n'y avait en lui rien de franchement difforme. Et pourtant, je ne me rappelle aucune impression plus vive de dégoût et de peur que celle qu'il me causa. Je ne sais comment dire cela. Quelque chose d'odieux, quelque chose de répugnant se cachait dans son apparence. C'était un être pâle, petit, à la voix rauque et café. Il parlait d'un ton saccadé, haletant, comme si chaque mot sortait d'une lutte. Et pourtant, dans ses mouvements, il avait une agilité, une rapidité presque animale qui glaçait le cœur. C'est